élèves pour celles qui viennent pour la première fois. On est cette semaine paracha Toldot. Et dans notre paracha, en fait, eh bien, il est question de la naissance de deux jumeaux, Yaakov et Esav. Et dans cette paracha, on nous présente deux prototypes qui paraissent complètement caricaturaux. D'abord, ils le sont sur un plan physique. D'accord? Le premier Esav, il naît roux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, que dans son visage, on voit que c'est quelqu'un déjà de sanguinaire. Et en plus de ça, il naît déjà poilu. Ça veut dire il est déjà presque, il est fait, il est achevé. Et d'ailleurs, il s'appelle Esav, qui veut dire assouille. Assouille, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ben, il est déjà fait. En gros, il est né, mais il n'a pas beaucoup de perspectives positives devant lui. Entre guillemets, c'est déjà un peu fichu pour lui. Il a des très mauvaises dispositions pour être quelqu'un de bien. D'accord? Ça, c'est le premier. C'est ça. Et à côté, on a toujours une caricature. On nous parle de Yaakov. Alors, Yaakov, c'est le gentil, c'est le bon élève, c'est celui qui veut faire plaisir à ses parents, c'est celui qui étudie la Torah. On a l'impression d'avoir vraiment deux caricatures. Et puis surtout, ce qui nous dérange, c'est qu'on a l'impression que tout est déjà en quelque sorte joué d'avance. Que chacun vient et en vérité, bah, son destin est déjà tout tracé. D'accord? Donc, il y a cette idée de gène, d'accord, dans le sens génétique, cette idée de gène qui nous gêne. Vous êtes d'accord? Elle est gênante, cette idée de gène. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est que leurs parents, donc qui sont Yitzhak et Rivka, eh bien, vont avoir un profond désaccord quant à savoir qui va être le successeur de la famille, le successeur du judaïsme. Yitzhak, le père, il préfère Esav. Pourtant, c'est bizarre parce que Esav, on nous le décrit comme étant sanguinaire et en vérité, on voit dans la façon de se comporter que c'est une brute qui fait les 400 coups. Et pourtant, Yitzhak, eh bien, il veut que ce soit lui le successeur et pour cela, il va vouloir lui donner la bénédiction. Et à ce moment-là, eh bien, Rivka, la maman, qui, elle, voit plutôt chez Yaakov le successeur, eh bien, va dire, même pas en rêve. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle se dit, s'il la joue franc jeu, mon fils Yaakov, il est tellement chnin, tellement tamim, tellement tzaddik, tellement mignon, que, vous connaissez le mot chnin pour les Ashkénazes parmi nous? Esther, ça va? Oui. Qu'il va falloir absolument que d'une manière ou d'une autre, il manigance. Parce que s'il la joue franc jeu, ça va lui passer sous le nez. Et donc, Rivka, elle va voir son fils, Yaakov, elle va lui dire, écoute, tu vas m'écouter maintenant et tu vas manigancer, tu vas faire preuve de ruse. Tu vas envoyer ton frère Esav à la chasse, d'accord? Parce que qui va à la chasse perd sa place. Vous connaissez l'expression, ça vient de là. Tu vas l'envoyer à la chasse et toi, tu vas aller voir papa Yitzhak, tu vas te déguiser, tu vas mettre des peaux de bêtes sur toi, je vous ai dit qu'Esav était poilu, et Yitzhak, lui, ne voit pas, il est aveugle, donc il va simplement te tâtonner, il va croire que tu es Esav, et il va te donner la bénédiction. Yaakov est très mal à l'aise de cette manigance, parce que comme je vous ai dit, c'est quelqu'un de tamim, c'est quelqu'un d'intègre, d'authentique, c'est quelqu'un qui représente le vrai, mais pourtant, il va faire confiance à sa mère, et c'est comme ça qu'il va, entre guillemets, tromper son père et qu'il va avoir la bracha. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque finalement, coup de théâtre, tout le monde va se rendre compte de la manigance, eh bien, Yitzhak, qui aura été, entre guillemets, roulé, eh bien, au lieu de dire « Ah, mais je me suis trompé, c'était pas lui qui devait être béni », eh bien, finalement, il va se rendre compte que ça devait être Yaakov qui devait être béni, et il va dire « Gam Baruch Iye ». Ah, malgré tout, malgré cette manigance, peut-être même grâce à cette manigance, eh bien, il aura la bénédiction. D'accord? Alors, quand on lit cette histoire, on est très mal à l'aise. D'abord, on est très mal à l'aise, comme je vous ai dit, parce qu'on a l'impression d'avoir des schémas complètement caricaturaux. Il y a le gentil, le méchant. D'accord? Deuxièmement, on a l'impression qu'il n'y a pas de libre arbitre.
que tout est joué d'avance. Yaakov, il est né tzaddik, il reste tzaddik. Esav, il est né brut, il va rester brut. D'accord? En plus de ça, on a l'impression, encore une fois, quelque chose de caricatural, c'est qu'à la fin, en fait, c'est le gentil qui va avoir la bracha. Genre, en gros, tu vois, si tu es gentil, tu vas avoir la réussite. D'accord? Mais quoi? C'est aussi simple que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ressembler à Yaakov? Ça veut dire simplement être gentil? Je ne comprends pas. C'est la voie de la réussite, mais qu'est-ce que ça veut nous dire? Et puis, dernièrement, c'est quoi cette idée d'avoir une bracha par la ruse? Parce que la bracha, elle vient de Dieu. Tu peux arnaquer le monde entier, mais Dieu, tu ne peux pas l'arnaquer. Puis c'est quoi cette idée de bracha? Pourquoi tout d'un coup, il faut une bracha, une bénédiction pour réussir dans la vie? D'accord? Alors, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'en fait, derrière tous ces schémas caricaturaux, c'est parce qu'en fait, on a une lecture très superficielle de la paracha. J'aimerais vraiment qu'on rentre dans les détails et qu'on essaye d'avoir un regard subtil. Vous allez voir tout ce qu'on va apprendre sur nous. Parce que quand la Torah nous présente ces deux personnages de Yaakov et de Esav, c'est pour nous dire, entre guillemets, que le monde, justement, n'est pas binaire. Mais qu'il y a comme une espèce de grande réglette, un grand barème, d'accord, entre Yaakov et entre Esav, qu'on se situe quelque part entre les deux, et que, eh bien, pour pouvoir réussir, il va falloir essayer de s'orienter dans la voie de Yaakov. Mais c'est quoi la voie de Yaakov? D'accord? Donc, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, ce qu'on va voir, c'est que, en fait, la Torah ne nous présente pas du tout quelqu'un de gentil et quelqu'un de méchant. Déjà, ça c'est la première chose. Comment on nous décrit Yaakov? On le décrit comme ça. Ish, Tam, Yoshev Ohalim. C'est un homme, d'abord. Tam, ça veut dire authentique, ça veut dire intègre. Et Yoshev Ohalim, qui s'assoit dans la tente, c'est-à-dire qui étudie la Torah. Ça va être les trois composantes principales d'Esav. De Yaakov. En revanche, Esav, à aucun moment on nous dit c'est quelqu'un de méchant. Non, on nous dit Ish Yodéat Saïd, d'accord, c'est quelqu'un qui connaît la chasse. Ish Sadé, d'accord, c'est un homme des champs. Donc, de là, on apprend deux choses essentielles sur Esav. D'abord, c'est que lui, il est Ish. Il est deux fois homme. Autant Yaakov a écrit une seule fois Ish, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, Yaakov, il représente quelque chose d'assez cohérent, d'accord? Il est un. Tandis que Esav, il est Ish. C'est quoi cette idée de Ish? En fait, il y a le Esav de dehors, il y a le Esav de dedans. Il y a le Esav qui va montrer son bon visage à certaines personnes et qui va dévoiler l'autre visage à d'autres. En vérité, c'est quoi le propre de Esav? Le propre de Esav, c'est qu'il s'est joué toujours sur les deux plans. C'est un hypocrite. Et Esav, c'est un chasseur. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un chasseur? Rachid nous explique. En fait, c'est pas qu'il piège les bêtes. Oui, il piège les bêtes. Un chasseur, il piège les bêtes. Mais surtout, il piège les gens. Par quoi? Parole. Vous connaissez? Il piège les gens par des paroles. C'est un séducteur. C'est un escroc. C'est un arnaqueur, c'est un violeur, c'est un tueur. Tout ça grâce à sa parole. Et le premier à tomber dans le piège, vous l'avez bien compris, c'est qui? C'est son père Yitzhak. Ce que nous dit Rachid, c'est très bien l'embourber. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est un tzaddik, c'est quelqu'un de sage, c'est le grand rabbin de la maison. Donc il vient le voir et dit, papa, s'il te plaît, dis-moi comment on prélève le maaser sur le sel. Genre, en gros, c'est comme si nous, voilà, elle va voir Léa, à Bilal, elle dit, Léa, combien de deniers je dois mettre dans mes collants pour qu'ils soient pour 100% cachers? D'accord? Vous avez compris le délire? Et à côté de ça, la réalité qui ne va pas du tout avec. Donc c'est un homme de parole, c'est un homme de grandes idées, avec beaucoup d'éloquence, un grand philosophe. D'accord? Il a beaucoup de philosophie. Avec papa, il parle dans les grandes sphères intellectuelles et à l'extérieur, il fait les 400 coups. C'est en vérité l'archétype, entre parenthèses, de Aristote.
d'accord, Aristote, grand penseur grec, à la fois qui était capable de développer des idées de philosophie qui existent encore jusqu'à aujourd'hui, et à la fois tu le retrouves dans des maisons closes. D'accord? Ça, c'est Esav. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le monde des idées et puis il y a la réalité. Et il est tellement capable de savoir jouer sur les deux tableaux. C'est toute sa finesse, c'est toute son intelligence, c'est toute sa subtilité. Maintenant, c'est quoi Yaakov? C'est quoi cette idée de Ish-Tam? Le sceau de Yaakov, le tampon de Yaakov, comme je vous ai dit, c'est l'intégrité. La tmimout, être tam, veut dire en français, on traduirait ça par intègre. Intègre. On va expliquer. Alors, c'est quoi le émet? C'est quoi la vérité? C'est quoi l'authenticité? C'est quoi l'intégrité? Est-ce que c'est la franchise? Est-ce que c'est le fait de tout dire? Est-ce que c'est le fait de se montrer 100% tel qu'on est? Réfléchissons 2 minutes. La franchise, c'est bien, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. D'accord? C'est-à-dire que si vous avez une copine qui rentre de chez le coiffeur et qui est super contente de sa coupe de cheveux et que vous, ça ne vous plaît absolument pas, ça sert à rien de lui dire clairement ce que vous en pensez. Ça va lui démonter le moral plus qu'autre chose. D'accord? Oui, toutes les vérités ne sont pas forcément bonnes à dire. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire l'authenticité? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout dire absolument? Imaginez que vous êtes en date, premier rendez-vous, et là vous dévoilez toute votre enfance. Oui, parce que tu sais, quand j'étais petite, j'étais traumatisée parce qu'il s'est passé ceci, cela, et mes échecs et machin. Il va dire, oulala, elle est dépressive celle-là. Pourtant ça fait partie de moi, mais c'est pas ça que je vais sortir le soir d'un rendez-vous. On est bien d'accord. C'est pas pourtant que je vais le cacher, mais c'est pas ça que je vais choisir de dévoiler en premier. D'accord? Est-ce que le fait de tout dire, c'est se montrer exactement comme on est? Je préfère pas. D'accord? Il y a de nombreuses facettes de ma personnalité que je préfère pas que vous connaissiez. D'accord? Ça fait un peu peur. Non mais attends, je sais nombre de personnes qui disent t'as l'air calme. Et moi je fais mais bien sûr, mais viens chez moi entre 6 et 7, tu vas voir à quel point je suis calme. D'accord? Mais évidemment que on a quand même l'intelligence de montrer le meilleur de nous-mêmes lorsqu'on est en société. D'accord? C'est ça. Donc, on va voir. Justement, c'est pour ça que je vous ai dit c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on est en train de faire. Myriam, elle est déjà plusieurs trains d'avance. Alors, en vérité, on comprend que quoi? C'est qu'en vérité, tout ça, c'est très subtil. Que dans le fond, il y a des vérités qui construisent, il y a des vérités qui détruisent. Et que dans le fond, quand on déforme la réalité, bien sûr que ça peut être destructeur et ça peut être autodestructeur parce qu'on peut se mentir à soi-même, et ça va être le cas des âmes. Mais quand on déforme un petit peu la réalité, ça peut aussi être constructif. Ça veut dire qu'il peut y avoir des mensonges qui peuvent être constructifs, en quelque sorte. D'accord? Donc, c'est ça ce qu'on va essayer un petit peu de comprendre. Et vous allez voir à quel point, donc, en vérité, la vérité, elle est complexe. Parce que la réalité est complexe. Comment on dit le mot vrai, le mot authentique en hébreu? On dit c'est le mot émet. D'accord? Vous allez voir ce mot émet, on va essayer un petit peu de le décortiquer. Et il va nous dire énormément de facettes à propos de la vérité, de la bonne voie à suivre. Émet, en hébreu, Aleph Mem Tav, c'est les mêmes lettres que Tohem. Tohem, c'est quoi? Qui s'adapte, qui correspond. Par exemple, une fille, elle te dit sématim en hébreu. D'ailleurs, c'est très dur à traduire en français quand tu dis sématim. Voilà, est-ce que ça match? Est-ce que ça colle? Est-ce que c'est matim? Est-ce que ça correspond? D'accord? Est-ce que ça convient? En vérité, c'est quoi la voie du émet? Déjà, c'est de comprendre qu'il y a des attitudes qui sont certes très nobles, très dignes de louange, mais qui parfois ne sont pas du tout adaptées à la réalité. Par exemple,
c'est bien de développer un regard bienveillant sur les gens. En même temps, il faut aussi faire preuve de méfiance et d'un esprit critique. D'accord? C'est bien d'avoir confiance en soi, de croire en soi, mais en même temps, il y a des moments où il faut être capable de se remettre en question. D'accord? C'est bien d'accepter ce qui nous arrive, ça apporte beaucoup de sérénité, mais en même temps, il y a des moments où il faut se lever et il faut essayer de changer les choses. On est bien d'accord? C'est bien d'être généreux, en même temps, il ne faut pas être une bonne poire. C'est bien de prendre son temps pour réfléchir, en même temps, il ne faut pas rester bloqué de façon éternelle dans des choix parce qu'on n'arrive pas à avancer. Et en même temps, c'est bon d'être spontané, mais en même temps, il ne faut pas être impulsif. D'accord? Ça veut dire que quoi? La vérité, c'est qu'en fait, eh ben, il faut s'adapter. La bonne voie à suivre, c'est qu'en fonction des situations, eh ben, il va falloir s'adapter et faire preuve d'intelligence pour savoir quelle est la bonne attitude, quelle est la bonne qualité à avoir en fonction de la situation dans laquelle je me trouve. D'accord? Par exemple, la bienveillance, le regard positif, c'est magnifique, c'est des choses qui sont issues de la Torah. Mais en même temps, moi, des fois, je suis effarée de voir à quel point, parfois, les gens manquent d'esprit critique et de méfiance. Je vois, par exemple, je sais pas, je vous donne des exemples, des mamans qui téléchargent toutes sortes d'applications, mais débilissimes, et qui vont laisser leur iPhone à leurs enfants pendant des heures. Je dis, mais je comprends pas. Réfléchis 2 secondes. 2 secondes. Je sais que ces applications, il y a des gens qui ont fait des recherches, qui ont investi des millions de dollars pour essayer de comprendre comment il marche ton cerveau, pour essayer de créer une addiction chez ton enfant. Tu te méfies pas un peu 2 secondes de ce que tu vas lui donner dans l'écran, et même pour toi. Tu dis, ah, ok, je télécharge Snapchat et je télécharge TikTok. Pardon, excuse-moi. Ah non. Dis-moi des concurrents, Je suis là, moi je suis plus du tout à la page pour ces trucs-là. Mais attends, je vous dis, ces trucs-là, ils investissent en recherche et développement, mais vraiment des millions de dollars pour essayer de manipuler nos cerveaux. T'as pas un peu de méfiance? 2 secondes. 2 secondes. D'accord? Donc, tout ça, je vous invite vraiment à voir un documentaire qui s'appelle, en anglais, c'est The Social Dilemma. Et en français, tu l'as vu, c'est derrière nos écrans de fumée. Mais franchement, je vous assure qu'après avoir vu un tel documentaire, on n'est plus du tout aussi naïf dès qu'on télécharge un truc dans nos téléphones. D'accord? Donc quoi? Je me rends compte que quoi? Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov, il a dû user de ruse pour avoir la bracha? Ben, en fait, c'est ce que nous dit la Torah. Face aux gens rusés, tu dois te montrer encore plus rusé que eux. C'est ce que nous dit la Torah. Face aux manipulateurs, tu dois développer une méfiance à outrance. Et quand tu vois le mal qui est en train de se dérouler devant toi, tu dois surtout pas rester les bras croisés. Tu dois être actif et tu dois même utiliser les techniques de ton ennemi pour le retourner contre lui. D'accord? Ça fait un peu penser au judo ou au karaté. On utilise le poids de l'adversaire pour le renverser. Et bien en vérité, c'est ça Yaakov qui nous dit. C'est qu'en fait, face à un rusé et à un escroc comme Esav, eh bien parfois, il faut savoir utiliser ces techniques à lui pour se retourner contre lui. Ça me fait penser d'ailleurs à une histoire, c'est l'histoire du père de celui qui a été le cofondateur des séminaires à Arachim. D'accord? C'est un livre qui est incroyable, qui raconte sa vie. Donc c'est quelqu'un qui est passé par la Shoah, par Auschwitz, par le ghetto de Varsovie. Enfin, il a eu des épreuves sur épreuves. Et en fait, il a été sauvé par un certain homme qui s'appelle Otto Tibet. Otto Tibet, il l'a sauvé. Maintenant, c'était qui ce Otto Tibet? C'est une histoire incroyable. C'était un juif qui habitait en Israël et qui vivait à Yerushalayim. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque en fait ils ont commencé à comprendre ce qui se passe, les camps de concentration, la solution finale, etc.,
Eh bien, en fait, ce Otto-Tibet, il avait un visage très blond et il avait une tête d'Arien. Qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il est parti d'Israël, il est parti de Yerushalayim, il est parti, il a été en Europe. Il s'est déguisé en Asie, en allemand, et il a intégré les rangs, les plus hauts rangs chez les nazis. Pour faire quoi? Pour aller dans les camps de concentration. Et en fait, il a pu sauver comme ça des juifs. Et il a sauvé, mais c'est des histoires qui sont complètement incroyables parce qu'à chaque fois, en vérité, il devait se faire passer pour plus brut que brut. Donc en fait, il faisait croire qu'il les martyrisait, etc. En fait, à chaque fois, qu'est-ce qu'il dit? C'est bon, vas-y, va-t'en, vas-y, c'est bon, tu t'en vas. C'est incroyable. Et en fait, lorsqu'il est rentré, il n'a jamais dévoilé son histoire. C'est que après sa mort, que finalement Yad Vashem a fait toutes ses enquêtes et s'est rendu compte qu'il y avait cet homme qui s'était déguisé, en vérité exactement comme Yaakov, et qui a usé des plus grandes ruses, parce que face aux rusés, on ne doit pas rester les bras croisés. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qu'on nous dit, c'est la capacité en fait d'adaptation. En fonction de la situation, eh ben oui, même si ma nature, de manière générale, c'est d'être bienveillant, eh ben là, je vais devoir faire preuve de méfiance, là, je vais devoir faire preuve de ruse, là, je vais devoir m'activer et essayer de tout faire pour lutter contre les manipulateurs. C'était quand même son droit à Esav d'avoir cette bracha, parce que c'était le grand. Ben non, il a vendu son droit d'aînesse. Oui, mais avant d'avoir. Avant, il a déjà vendu son droit d'aînesse. Donc à partir du moment où il a vendu, de toute façon, il avait perdu la bracha. Exactement. Mais il fallait pas le jouer franc jeu. D'accord. Et en vérité, c'est toutes les raisons qu'on est en train d'expliquer. Maintenant, cette notion d'adaptation, d'être tohem, d'être matim, eh ben, c'est quelque chose qui va s'étendre encore une fois à quelque chose qu'on voit dans notre paracha. Comme je vous ai dit, on a l'impression que Yitzhak, Esav, il est né méchant et il continue méchant. Que Yaakov, il est né gentil, il continue gentil. En vérité, nos sages nous disent que quoi? Ne croyez pas que tout était joué par avance. Pas du tout. Esav, son destin n'était pas tout tracé. Et il aurait très bien pu être aussi sadique que son frère. Il aurait très bien pu réussir sa vie. Alors quoi? Qu'est-ce qui a cloché? Si vraiment il pouvait réussir, si vraiment lui aussi il aurait pu devenir quelqu'un de bien et d'intègre. Écoutez bien ce que nous dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est absolument incroyable. Et franchement, si lui il n'avait pas dit, j'aurais jamais osé, moi, vous le répéter, parce que c'est absolument fou. Il dit qu'en vérité, Esav, il aurait pu être tzaddik au même titre que Yaakov. C'est vrai qu'il avait des prédispositions qui n'étaient pas les mêmes, mais il aurait pu les transformer pour quelque chose de bien. Entre parenthèses, il avait exactement les mêmes prédispositions que le roi David. C'était les mêmes. On dit que, entre guillemets, ils se ressemblaient énormément au niveau de leur caractère. Ben, il y en a un, David Améler. Pas besoin de vous le décrire. Et pourtant, Esav, eh bien, ça va le mener à sa perte. Alors, c'est quoi l'erreur? Pourquoi dans un cas ça a marché, dans un cas ça n'a pas marché? Comme je vous ai dit, tout n'était pas joué d'avance. Mais, quelle a été l'erreur? L'erreur, ça a été, écoutez bien, le manque d'adaptation des parents de Esav face à leur fils. Écoutez bien, c'est incroyable. Il nous dit quoi? Il nous dit, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, tu sais quelle a été l'erreur de Yitzhak et de Rivka? Eh bien, c'est qu'en fait, Yaakov et Esav, ils ont exactement la même éducation. Ils ont été à la même école, ils ont été à la même yeshiva, ils ont eu les mêmes profs, ils ont eu la même méthode d'enseignement. Et les parents, eh bien, les ont éduqués d'une manière totalement homogène. Alors qu'ils étaient tellement différents. Tellement différents. Et en vérité, ce qui a marché pour l'un ne pouvait pas marcher pour l'autre. C'est impossible. Pourquoi? Parce que dans un cas, c'était adapté. Mais dans le cas d'Esav, c'était tout sauf adapté. Parce que tu comprends qu'en termes d'éducation, et c'est vrai dans tout système humain,
tu ne peux pas faire de copier-coller. Ce qui marche pour un ne marchera pas forcément pour l'autre. D'accord? Donc, nous, on apprend aussi. L'enfant qui frappe, inscris-le au taekwondo. Et dis-lui, ah, toi, t'aimes bien la bagarre, t'aimes bien action, comme ça ils disent les Israéliens, action. Et alors tu sais quoi, toi, tu vas être le défenseur des faibles à l'école. Ça veut dire, tu prends cette composante et en fait, tu vas essayer de lui donner un versant positif. Maintenant, l'autre à côté qui est déjà tamim, tu vas pas lui dire la même chose. Il n'a rien à voir. Vous comprenez ou pas? L'enfant qui te fait des arnaques et qui est un peu, vous savez, mensonger, d'accord? Lui, inscris-le au théâtre. Fais-lui faire des trucs créatifs. Il est créatif, donc fais-lui écrire des romans. Mais tu comprends que tu dois absolument t'adapter à sa nature. C'est ce que nous dit Shlomo Amelech d'ailleurs. Chanor lanar alpi darko. Tu dois éduquer un enfant en fonction de ses tendances naturelles. Tu dois repérer les attributs, on va dire génétiques, les prédispositions de chacun. Et en fonction de ça, tu vas essayer de le mener vers la bonne voie. D'accord? C'est pour ça qu'en termes d'éducation, je vous le dis tout de suite, méfiez-vous de tout ce qui est méthode. Ah, il y a une super méthode. Alors déjà, tu entends le mot méthode, comment c'est possible? C'est quoi Tu peux avoir effectivement des techniques, tu peux avoir une approche. Mais c'est quoi une méthode? Tu crois que tu peux faire du copier-coller, ça va marcher sur tout le monde? C'est impossible. Le émet, c'est d'être toem. C'est de s'adapter en fonction de chacun. D'accord? Donc, en fait, il nous apprend quoi, Yaakov? Il nous apprend qu'en vérité, le émet, eh bien, c'est quoi? C'est que bien que l'on soit bienveillant, eh bien, on maîtrise notre qualité de bienveillance. Ça veut dire, il est ish tam. Il n'est pas tamim. Tamim, ça voudrait dire, comme tu l'as dit Myriam, naïf. Non. Lui, il est ish tam. C'est quelqu'un de bon, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de droit, d'authentique, d'honnête. Mais c'est ces qualités du tam, d'accord, que je viens de vous décrire, c'est ça ce que ça veut dire, tam, c'est l'intégrité. Avant tout ça, il est ish. Ça veut dire qu'en fait, il est capable de maîtriser cette qualité pour l'appliquer dans où elle est applicable et surtout pas l'appliquer dans le cas où il ne faut pas. D'accord? Donc on commence un petit peu à comprendre que cette paracha est tout sauf caricaturale. Pourquoi? Parce qu'on a compris que 1, la réalité elle est complexe. Que 2, la vérité a plusieurs facettes. Et que 3, quand bien même on a des magnifiques qualités, il faut savoir les maîtriser, réagir au cas par cas, s'adapter et toujours se poser la question quelle est la bonne marche à suivre en fonction des situations et en fonction des individus avec lesquels on interagit. Vous êtes d'accord? Oui? D'où l'attribut Ish Tam, on a dit quoi? Et il est aussi Yoshev Ohalim. Yoshev Ohalim, que je traduis à notre niveau par étudier la Torah de façon fixe. Parce que dans le fond, ça a l'air tellement complexe cette réalité. Et comment je fais pour savoir comment réagir dans tel cas? Est-ce que je dois me méfier de cette personne? Est-ce que je dois aider cette personne? Est-ce que je dois donner le meilleur de moi-même dans cette situation, dans ce boulot, dans ce... Qu'est-ce que je suis censée faire? C'est là qu'intervient le Yoshev Ohalim. C'est quoi? C'est qu'en fait, pour ça, tu n'as pas d'autre choix que d'étudier la Torah. Et la Torah, c'est un puits sans fond. Parce que la réalité, elle est infiniment complexe. Et bien, la Torah, qui est le code, le décodeur de la réalité, est aussi complexe que notre réalité. Donc, c'est un puits sans fond. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on ne doit pas s'arrêter de l'étudier. C'est pas comme, excusez-moi, Caro, je ne sais pas ce que j'ai avec toi ce soir, mais le droit, par exemple. D'accord? Le droit. Bon, ça y est, tu as eu ton barreau. Tu n'as pas du tout envie de réouvrir ton code civil, on est d'accord? Ah, Caro, pas du tout. Et pourtant, tu vois que, vous connaissez cette blague? C'est un rabbin qui est engagé dans une synagogue et le président de la synagogue, eh bien à chaque fois il le voit réouvrir des livres et réouvrir les mêmes livres et réouvrir les mêmes livres. Bon, finalement il le vire
et il passe une annonce et dit je cherche un nouveau rabbin mais qui lui a terminé ses études. D'accord? C'est quoi? Tu n'as jamais terminé d'étudier la Torah. D'accord? Parce qu'en fait, elle va te dire justement dans telle situation quelle est la bonne attitude adaptée. C'est pour ça que le Maharal de Prague, vous savez comment il l'appelle la Torah? Il l'appelle Seder HaOlam. C'est quoi Seder HaOlam? C'est comment dire, l'ordre des choses. Quelle valeur utiliser? Dans quel cas? Dans quel cas c'est cette valeur qui prime, l'honnêteté par exemple, et dans quel cas c'est la valeur inverse qui prime, la méfiance. D'accord? Et c'est pour ça qu'on doit toujours revenir, parce que la réalité c'est quoi? C'est comme un tableau. D'accord? Vous voyez les tableaux des impressionnistes? C'est comme ça, plein de petites touches. Encore on a une artiste ce soir, j'ai plein de références à vos parcours, à vos boulots. D'accord? Alors c'est comme un Eden. Tu as un impressionniste, tu as une petite touche bleue, mais en vérité c'est au milieu du vert et c'est avec du jaune. D'accord? Donc quand tu vas à un cours de Torah, en général on va te donner en fait une touche, on va te donner un élément. Et en vérité, plus tu vas à des cours, plus toi tu vas rajouter des touches à ton tableau. Et plus tu vas rentrer dans les détails, et plus tu vas avoir en fait une vision qui va s'élargir. D'accord? C'est pour ça que c'est important de l'étudier et de l'étudier de façon fixe. D'accord? Et quand je ne sais pas quoi faire, assez les harav. Pose la question à un rav. Au Hachem, on a des gens qui sont vraiment Yoshev Olim, c'est-à-dire vraiment qui s'asseyent dans les temps du matin jusqu'au soir, comme le Rav Simcha, le frère de Léa Lemel. Voilà, c'est quelqu'un qui, dès que tu as une question, tu sais qu'il allô, il te répond toujours très calmement, il va te poser plein de questions, il va essayer de comprendre les implications et il va te donner la réponse adaptée. D'accord? C'est-à-dire que tout comme on peut avoir un médecin traitant, on peut avoir un rave référent. C'est plus que ça. Tout comme on doit avoir un médecin traitant, on doit avoir un rave référent. D'accord? Je vous le conseille, vraiment, franchement. WhatsApp? Ah ouais, je vois tout. Par WhatsApp, De plus, le émettre, on a dit, c'est quoi? C'est que toute vérité n'est pas bonne à dire, d'accord? De façon franche. De croire que le émettre, c'est de dire la vérité telle qu'elle est, c'est une grossière erreur. C'est quelque chose qu'on apprend, encore une fois, dans la Torah. Il y a une discussion, d'accord? Une discussion dans la Gemara, entre deux courants de pensée, on va dire, deux types de sages, Beth Hillel et Beth Shammai. C'est quoi cette fameuse discussion? C'est, en fait, on donne une situation, on dit, regarde, imagine que, eh bien, il y a un mariage. D'accord? Les copains du fiancé sont arrivés au mariage. Ils sont super contents pour leurs copains qui se marient. Et ils n'ont jamais vu la Kala. Ils n'ont pas vu la fiancée. D'accord? Et là, la fiancée débarque. Et on va dire que, eh bien, globalement, ils ne la trouvent pas très gracieuse. D'accord? Alors on pose la question, comment ils vont la décrire auprès du Khatan? Comment ils vont faire sa louange? Ah, ta Kala, elle est comme ceci et comme cela. Alors il va y avoir deux courants de pensée. Le premier, c'est Hillel qui dit non, tu dois toujours dire Kala na'a vechasuda. Tu dois toujours dire qu'elle est belle aux yeux du Khatan. Beth Shammai te dit non, comme Moshéi. Si elle est borne, tu lui dis elle est borne. Si elle est boiteuse, tu lui dis elle est boiteuse. Si elle est surcharge pondérale, tu lui dis. Ah bon? C'est dur. Arrive Hillel et lui dit non. Si il se marie avec elle, c'est que lui, il a trouvé quelque chose de beau chez elle. C'est que lui, d'une manière personnelle, il la trouve belle. Donc quand tu dis ta Kala, elle est magnifique, elle est gracieuse, elle a une belle démarche, elle a l'air gentille, elle a des beaux yeux, tu mens pas vraiment. Tu ne fais que renforcer que la grâce, non c'est pas ça le mot, ouais, l'attrait primordial qu'il a eu pour elle. D'accord?
Donc, et c'est pareil pour tout. Je vois, par exemple, dans les cours, moi j'aime bien, quand je vais dans un cours d'un public que je connais pas, j'aime bien demander à la personne qui organise, c'est qui les gens qui vont venir. C'est pas parce que dans un cas je vais dire A, dans un cas je vais dire B. Non, c'est parce que je sais que clairement, il y a des choses qui peuvent être inaudibles pour certaines personnes. Et je respecte leur sensibilité. D'accord? Donc, en vérité, qu'est-ce qu'on fait en permanence? On s'adapte en fonction des gens avec lesquels on se trouve. D'accord? De vouloir être absolument franche, c'est tout sauf émet. Il dit le Rav Wolbe, émet chez Mézik, qui mat sheker. Une vérité qui blesse, en vérité, c'est un mensonge. En vérité, c'est faux. En vérité, c'est la fausse démarche à adopter. D'accord? Alors, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a des vérités qui détruisent. Et dans le fond, il y a à l'inverse, parfois, lorsqu'on déforme un petit peu la réalité, c'est-à-dire quand on met le projecteur sur certaines choses, même si c'est pas exactement comme on pourrait le voir de façon super objective, eh bien, ça peut aussi construire des mondes. À la fois, il y a des vérités qui vont détruire le moral, et à la fois, il y a des moments où on va un petit peu déformer les choses et ça va redonner le moral. Et pour ça, j'aimerais vous raconter une histoire. Alors à la base, c'est une histoire qu'on lit dans la Gemara, mais que moi j'ai appliquée vraiment, concrètement. En gros, c'est quoi? C'est l'histoire de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il avait des voisins, un couple qui faisait que se disputer tous les vendredis soirs. Mais c'était à coup de se jeter des assiettes l'un sur l'autre. D'accord? La guerre mondiale, encore pire que chez moi. Avec les enfants, je parle. Et tous les vendredis soirs, il entendait ce couple qui se disputait. Et il avait mal au cœur. Et il s'est dit, allez, vous savez quoi, je vais m'incruster chez eux. Vendredi soir, il débarque. Bonsoir, je peux prendre l'apéro chez vous? Le couple est hyper gêné, mais d'accord, bien sûr, monsieur le rabbin. Il l'accueille, il lui sert la bourra, la boutarde, les pistaches, etc. Et en fait, le couple se comporte bien, en fait. Parce que quand monsieur le rabbin est là, forcément, on montre son meilleur visage. Vendredi d'après, il fait la même chose, il s'incruste, vous avez la bourra, la boutade, les pistaches, etc. Là, ils avaient prévu un peu plus le coup, donc ils avaient un peu rempli le frigo. La troisième fois, ils font la même chose. Et à la fin, au bout de 3 fois, c'est écrit comme ça. Et le Satan a dit, le Satan, comment on traduit le Satan? La mauvaise force a dit, malheur à moi, parce que Rabbi Meir m'a chassé de cette maison. En vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand Rabbi Meir il était là, eh ben, ils se sont montrés sur leur meilleur visage. Donc c'était à coup de mon petit canard en sucre, mon sucre d'orge, ma chérie, va chercher s'il te plaît de la boutade pour le rabbin. Mais bien sûr, mon amour, j'arrive, je te l'amène tout de suite, etc., etc. Maintenant, quand eux, ils ont joué le jeu, en fait, eux-mêmes se sont rendus compte qu'en fait, c'était possible. Que je pouvais être agréable et qu'ils pouvaient être agréables. Et que notre relation, elle pouvait être agréable. Alors une fois, il y a une femme qui m'a appelée pour me dire, en gros, elle m'appelle et me dit quel dossier je dois remplir à la rabbanoute pour mon divorce. C'est la question où en fait, elle t'appelle genre pour te dire ça, mais bon, vous avez compris. Donc je lui dis, voilà, alors on commence un petit peu à parler, donc je comprends que vraiment le couple est à la dérive, etc. Et à la fin de la conversation, je lui dis, est-ce que vous voulez venir à la maison vendredi soir? Elle me dit, écoute, oui, pas de problème. Je les invite vendredi soir, et là je leur sors un jeu de société. Et donc en fait, on joue, et je les mets dans la même équipe. Vous connaissez le Shem Code? Ouais, c'est génial. Ouais. Donc je les mets dans la même équipe de Shem Code. Et en fait, ça marche, ça fonctionne et tout, et ils rigolent, nanani, nanana. Je l'appelle le dimanche et je lui dis, c'est incroyable que tu me dises que vous êtes au bord du divorce parce que moi, je vous trouve super complice. Et qu'est-ce qu'elle me répond? Elle me dit, oui, je sais, on a l'air comme ça, mais en fait, on n'est pas si complice que ça. Je lui dis, non mais, c'est pas quelque chose que tu peux jouer. Si vous arrivez à vous montrer complice, si vous avez des private jokes, si vous avez des blagues, si vous arrivez à vous comprendre, si vous arrivez à lire dans les pensées l'un de l'autre, c'est qu'en vérité, vous avez vraiment une complicité. D'accord? Alors pour la fin de l'histoire, au prochain, ils sont ensemble toujours et elle attend un bébé.
Baruch Hashem. D'accord? Ça veut dire parfois, eh bien, le fait de mettre en valeur une petite chose, pourtant tu peux dire, ça va, oui, on a juste l'air. Non mais, attends, c'est pas anodin. Concentre-toi sur ça et en vérité, si toi tu sais voir la réalité déformée, déformante, eh bien finalement, ça peut être très constructif pour ta vie personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme l'encouragement. Qu'est-ce que c'est une mère qui encourage son enfant? Elle reçoit un bulletin avec 2, 3, 5 et 6. Alors elle fait, ah t'as eu 6 en anglais. Eh ben t'as du potentiel en anglais. D'accord? Elle ment la mère. Non, mais si elle lui dit, bon écoute, t'es foutu, tu feras jamais d'études, je sais pas ce qui va en être de toi, mais en fait, elle l'a tué l'enfant, vous êtes d'accord avec moi? Donc en vérité, c'est quoi l'encouragement? Encore une fois, c'est déformer la réalité pour que ça permette à la personne de réussir. D'accord? Maintenant, j'aimerais terminer sur une dernière idée qui est fondamentale, absolument fondamentale, parce que comme je vous ai dit, donc Esav, on le décrit comme l'hypocrite par excellence. Celui qui est ish, celui qui a un visage en dehors et un visage à l'intérieur. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Ça vous arrive pas à vous d'avoir un visage à l'intérieur et un visage en dehors? Je vous donne un exemple. Vous êtes dans la rue, vous êtes un peu déprimé comme ça et tout, un peu triste, et plutôt d'un coup, il est beau ce décor. Ah, tu sais quoi, je vais me faire une photo. Et là, tout d'un coup, tu sors ton meilleur sourire et tac, tu mets ta photo et tu la poses sur, je sais pas quoi. Non, ça vous est... Bon, voilà, peut-être qu'à moi. C'est pour ça que Pani est tout projet. C'est pour ça que Pani est tout projet. Très joli. Merci, Julien. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment qu'on a tous un petit peu conscience de cette inadéquation et que, évidemment, qu'on essaye toujours de se montrer sous son meilleur visage. Donc, en vérité, on pourrait se poser la question, mais est-ce que moi aussi, je suis un peu comme Esav? Est-ce que, dans le fond, cette hypocrisie, elle risque pas de me mener à ma perte? Pourtant, on a l'impression qu'intuitivement, c'est quelque chose que tout le monde fait. Alors, en vérité, c'est quelque chose de très profond. C'est qu'en fait, évidemment qu'en société, je garde une bonne image, parce que, je garde la face. Pourquoi? Parce que, en société, je garde la face parce que je veux préserver une bonne image. Et ça, c'est quelque chose qui est très humain, c'est quelque chose qui est très, très naturel. Maintenant, c'est quoi le problème? C'est que Esav, il va développer une certaine forme d'hypocrisie, et Yaakov, alors Yaakov, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, bien lui, quand il va se déguiser, donc il va se travestir, en fait, il va mettre les peaux de bête. Il va mettre ce qu'on appelle en hébreu des vêtements. En hébreu, ça s'appelle des beged, des begadim. D'accord? Et donc, il va mettre ses peaux de bête. D'accord? Beged, en hébreu, ça veut dire des vêtements, mais ça veut dire aussi des choses, trahison, ça veut dire trahison. D'accord? C'est-à-dire que quand moi je mets un habit, quand je me montre à l'extérieur, eh bien, il y a quelque chose, toujours que je trahis, je me montre jamais comme je suis vraiment. D'accord? Vous me suivez jusque-là? Beged, boged. D'accord? Le vêtement, eh bien aussi, il me rappelle cette inadéquation. Quand je m'habille, je me fais jolie, eh bien, je me fais bien, je m'embellis, je vais cacher mes formes, ceci, cela. En vérité, je me montre sous mon meilleur angle. Mais je me souviens que je suis différente de ce que je montre. D'accord? Yitzhak, quand il va sentir les vêtements de Yaakov, je sais que c'est un peu complexe, mais suivez-moi. C'est fondamental comme idée. Fondamental. Il va sentir les vêtements de Yaakov, il va dire ces vêtements, begadim, ont une odeur de Gan Eden. Entre guillemets, qu'est-ce qu'on comprend? Ils ont une odeur de Gan Eden. C'est pas le manger d'Adam? Oui. Écoutez bien, qu'est-ce que ça veut dire que ça a une odeur de Gan Eden? C'est très 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 fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, l'hypocrisie en mode Yaakov, ça veut dire en fait cette fameuse inadéquation entre ce que je suis à l'intérieur et ce que j'essaye de montrer, ça a une odeur de Gan Eden. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie de Esav, c'est quelque chose qui est absolument positif. C'est quoi cette idée-là? Cette idée-là, c'est quoi? C'est qu'en fait, forcément, il y a ce que l'on est
et ce que l'on paraît. Et il y a toujours un décalage. Maintenant, quand moi, par exemple, je suis là et je sens que je vais m'énerver contre mon enfant dans la cour de l'école à 4 heures, et que arrive le directeur de l'école, et que tout d'un coup je fais Chico, parle les canas, que tu es mignon, mon fils, qu'est-ce que tu es gentil, continue de frapper ta soeur, il n'y a pas de problème. D'accord? En vérité, je joue un jeu. Mais quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bien, je suis en train de réaliser que ce que je veux paraître, en fait, c'est ce que je veux finir par être. Quand je me montre calme, alors qu'en fait j'ai mille raisons de m'énerver, que j'arrive à ce moment-là à maîtriser ma colère parce qu'on m'a vu, parce qu'il y a des gens, parce que j'ai peur que ça se sache, etc. Alors en vérité, c'est un moteur de vie. Parce qu'en fait, je me rends compte que ce que je veux montrer, dans le fond, c'est ce que je veux être vraiment. Et donc après, c'est ce décalage et ce malaise qui peut exister entre « Ah, tu vois, moi, comment je suis, mais en fait, comment je me montre ?» Ce malaise, ce décalage, c'est un moteur de vie. Parce que moi, j'ai envie de faire quoi, naturellement? J'ai envie de réduire cette inadéquation. Et je me rends compte, surtout, que je suis capable. D'accord? C'est comme quand je suis à la maison, par exemple. Vous allez me prendre pour une folle. Bon, celles qui me connaissent, savent que je ne suis pas si folle que ce que je m'entends. Je dis non, c'est court. D'accord? Mais imaginons que je suis à la maison et j'ai mon... Des fois, ça m'arrive, j'ai mon masque de Mshonfa. D'accord? Très agréable. Arrive la voisine. Elle arrive, tac, 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 j'ouvre la porte, et elle me dit Yeshlar Soukar, tu as du sucre? Là, je fais Ken, Bétar, Machlomer. Et puis là, j'ai fait un grand sourire. Oui, ça va, comment ça va, etc. Et je referme la porte. Tout d'un coup, là, je me rends compte que quoi? Que dans le fond, moi, j'ai envie d'être agréable avec la voisine, mais surtout avec les gens de mon entourage, c'est ça qui m'importe le plus. Et deux, que si je le veux, j'en suis capable. D'accord? Ça te fait rire le coup de la voisine qui démarre? Ça t'est jamais arrivé, toi? Mais si. Et là, tout d'un coup, je dis, mais qu'est-ce que je suis bête? Je fais des sourires à ma voisine et je suis désagréable avec tous les gens à la maison. C'est un non-sens, pas possible. Mais en fait, c'est des rappels. C'est des rappels. D'accord? Et ça me fait de la honte. J'ai honte de moi. Et ce mot honte, bosh, la boucha en hébreu, d'accord? Et bien, quand tu le retournes, ça fait tchouva. Parce que justement, ce décalage, il te permet de te rendre compte que ça te dérange et en vérité, tu es capable d'y arriver si tu le veux vraiment. Donc en vérité, entre guillemets, le déguisement des bgadim de Yaakov, ils ont un goût de Gan Eden. C'est-à-dire que même quand nous, eh bien, on est dans une démarche d'authenticité et on essaye, et parfois on se montre sur notre meilleur jour et on sait pertinemment qu'il y a un décalage, vous en faites pas, on est sur la voie du Gan Eden. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas du tout la même chose. Comment je sais que je suis dans une, entre guillemets, une hypocrisie constructive à la manière de Yaakov? Plusieurs choses. Premièrement, c'est que Yaakov, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise de cette manigance. Et en vérité, moi, je retrouve complètement les gens authentiques dans cette chose-là. Par exemple, je vous donne des exemples, des filles qui m'appellent et qui me disent, voilà, je vais en premier date, et elles me disent, est-ce que je dois lui raconter tout mon passé, est-ce que je dois lui raconter mon divorce, et donc on discute, etc. Mais en fait, juste cette démarche où elle dit, comment je fais pour être authentique? Et bien en vérité, c'est ça le signe de l'authenticité. C'est que même si après, évidemment, qu'on est intelligente et qu'on ne va pas tout balancer d'un coup, et bien il y a cette toile de fond qui est la volonté d'authenticité. D'accord? Deuxièmement, eh bien, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que lorsque Yaakov, il va mentir, eh bien, il va entre guillemets mentir de façon cachère. Je m'explique. Il va dire comme ça, il va dire, donc son père, il va lui dire Miata, qui tu es? Il va dire Ani bincha, Bechocha Esav. Ce qui veut dire je suis ton fils, Esav l'aîné. D'accord? Et en vérité, nos sages nous disent ah, tu sais, il n'a pas vraiment menti. Parce qu'il a dit je suis ton fils, et Esav est l'aîné. De qui se moque-t-on? On est d'accord, on se moque de nous.
Mais en vérité, c'est très puissant. C'est très très puissant. C'est-à-dire qu'en fait, quoi? C'est-à-dire qu'en fait, Yaakov, il sait qu'il n'a pas d'autre choix que de manigancer. Mais il veut absolument manigancer le minimum. Ce qui peut être, entre guillemets, avoir même 1% d'honnêteté, eh ben, il va le faire. Il va tout faire pour l'avoir. C'est-à-dire, il se casse la tête pour, entre guillemets, minimiser la mascarade. Et ça aussi, c'est quelque chose que je vois, que je perçois chez les filles qui m'appellent et dans les questions qu'on me pose, etc. C'est justement de dire, mais ça me dérange, comment je peux faire pour être vraie au maximum? D'accord? Vous savez, c'est comme ces filles qui me disent, voilà, j'ai envie de progresser dans la tsniout, etc. Mais j'ai pas envie qu'on croie que je suis plus religieuse que ce que je suis vraiment. J'adore cette question, je la trouve tellement magnifique. C'est tellement Yaakov, c'est tellement ça. C'est pur, c'est beau. D'accord? Alors je sais pas grave, on s'en fiche, peu importe. L'important c'est d'être dans une démarche d'authenticité. D'accord? C'est pour ça que le mot émettre, c'est Aleph, Mem et Tav. D'accord? En fait, il fait tout l'alphabet. Aleph, Mem, Tav, il traverse tout l'alphabet. Parce que le émettre, en vérité, c'est un moteur d'existence, c'est un moteur de réalisation, c'est quelque chose qui va m'accompagner toute ma vie. D'accord? Et on comprend que dans le fond, eh bien, le jeu des apparences, lorsqu'il est mis sur un fond d'authenticité, c'est ça ce qui me mène à la réalisation de moi. C'est ça ce qui m'apporte vraiment la bracha. Vous avez compris ou pas? Je sais que c'est subtil, mais c'est très très profond. Parce que je ne veux pas que vous soyez dans une lecture binaire de Yaakov et de Esav, on nous parle de nous là. Et je ne veux pas du tout que vous vous identifiez à quelque chose qui soit négatif. Cette chose-là, elle est absolument positive. Même lorsqu'on joue le jeu des apparences, mais la toile de fond, c'est l'authenticité. Ça demande beaucoup d'honnêteté avec soi-même. En vérité, on est sur la voie de la réalisation. D'accord? À l'inverse, donc ça c'est le émet. Le émet, donc il traverse tout l'alphabet. Le émet, Aleph, Mem et Tav, ce sont deux lettres qui tiennent sur leurs pieds. Ça veut dire qu'en vérité, c'est ça qui nous apporte de la stabilité. D'accord? Et le émet, qu'est-ce qu'il a encore de particulier? Il va donc Aleph, Mem, c'est la mer, et Mem et Tav, c'est la mort. C'est-à-dire qu'en fait, il nous accompagne pour nous réaliser depuis notre naissance jusqu'à notre mort. D'accord? À l'inverse, le Sheker. Et puis Aleph, Mem et Tav, c'est des lettres qui sont dans le bon ordre, d'accord? Parce que ça nous permet d'ordonner les choses. Le Sheker, c'est trois lettres qui sont Shin, Kouf et Resh, c'est trois lettres qui sont ensemble, d'accord? Elles se suivent, mais elles ne sont pas dans le bon ordre. D'accord? Elles ne sont pas dans le bon ordre. Sheker, ça donne aussi Kesher. C'est des gens qui se mettent dans des nœuds de problèmes. D'accord? Et ce sont trois lettres, Shin, Kouf et Resh, qui tiennent sur un pied. Ça veut dire que, nous disent nos sages, parce qu'en fait, le Sheker, le mensonge, il tient sur un pied, il n'est pas stable, et il va finir d'une manière ou d'une autre. Toujours par tomber. Comme elle dit ma mère, si tu mens... De toute façon, à un moment ou à un autre, ma fille, ça va se savoir. D'accord? Après, encore quelques minutes et on termine. Et le Sheker, en vérité, pourquoi il tient pas? Pourquoi il tient pas? Pourquoi de toute façon, Esav, il n'aurait pas pu avoir la bracha? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il ne peut pas se réaliser? Écoutez. Parce qu'en fait, vous avez compris que Esav, quand il joue sur les deux plans, d'accord? Il y a ce qu'on croit de lui et il y a ce qu'il est vraiment. Et bien comme il passe une énergie folle à entretenir son image et que tout le monde pense que c'est quelqu'un de génial, en fait, il n'a pas besoin d'exister vraiment. Puisqu'en fait, il existe en mascarade. Donc en fait, Esav, il ne se réalise jamais. Puisqu'en fait, ça lui suffit simplement de croire qu'il est quelqu'un de génial. Mais lui-même ne va jamais aspirer à progresser. Et j'ai trouvé, terminé, un Esav des temps modernes. Alors vraiment, quand j'ai lu cette histoire, j'étais hallucinée. Parce que je me suis dit, bon, Esav caricatural, voleur, violeur, escroc, etc. Et personne ne le sait. Alors écoutez bien. J'ai découvert la vie d'un médecin. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire. Je vous retrouverai le nom.
mais c'est un Esav des temps modernes. C'est quelqu'un qui donc avait commencé ses études de médecine. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, ça vous dit quelque chose? Il a commencé ses études de médecine et le jour de l'examen, en fait, il a eu une panne de réveil et il a raté son examen. Sauf qu'en rentrant chez lui, il a fait croire à ses parents qu'il a été l'examen et il a fait croire à ses parents qu'il a réussi l'examen. Résultat, pendant des années, il est tous les jours à la fac, d'accord? En fait, il restait dans le parking de la fac, en faisant croire à ses parents qu'il faisait ses études de médecine. Il était dans le parking, d'accord? Résultat, il s'est marié, toujours en faisant croire à sa femme qu'il était médecin. Vous avez entendu parler de cette histoire française? Non mais c'est hallucinant, hallucinant. Il a eu des enfants, d'accord? Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait pour comment on dit, mitparnès, pour avoir un gagne-pain, hein? Gagner sa vie. En fait, qu'est-ce qu'il faisait? Il escroquait les gens. Jusqu'à ce qu'au bout de 10 ans de mensonges, ben en fait, le mensonge se dévoile, parce que les gens commencent à réclamer leur argent, etc. Résultat des courses, écoutez bien, c'est incroyable. Le jour où le mensonge tombe, et en fait les masques tombent, il tue sa femme, il tue ses enfants, il tue ses parents, et il va pour se tuer, mais il s'est raté. Ça veut dire, en fait, qu'est-ce que ça vient te dire? C'est-à-dire que, en fait, tu n'existais pas. Tu n'existes. Quand tu vis sur un mensonge, tu es dans une non-réalisation qui fait qu'en fait, tu n'existais pas. Donc, ta fin logique, c'est d'être perdu. C'est pas une punition. Vous comprenez que quand on dit que Esav, il a loupé la bracha, pas pour dire attention, si tu es un hypocrite, tu vas rater la bracha. C'est parce qu'en fait, tu ne te réalises pas. Tu ne te réalises pas, tu n'existes pas et plus personne n'entendra parler de toi. D'accord? Donc, j'aimerais terminer sur ça. C'est ah non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Avec sa voix comme ça, toute douce. Mais non mais c'est incroyable. Non mais moi j'étais hallucinée parce que non mais t'es habitué à ce que la Torah te sorte des histoires caricaturales. Je veux dire, bah, d'accord, c'est un cas extrême. Non, 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 le type, il a fait 25 ans de tôle, maintenant il est dans un monastère. Je sais pas comment les moines vivent à côté de lui, il me fierait largement. D'accord? Mais en tout cas, pour te dire, mais c'est ça en fait, et ça, c'est que de toute façon, si tu joues sur les deux tableaux, c'est pas à la fin tu vas être puni, c'est que concrètement, tu es en train de rater ta vie, parce que tu ne dois pas rentrer. Alors on disait quoi? Donc, on a dit ça, on a dit la bracha de Yaakov. La bracha de Yaakov, il l'a, mais qu'est-ce qu'il la mérite? D'accord? On dit, attends, c'est pas juste quand même. Mais en vérité, vous avez compris, c'est que la vraie bracha, eh bien, c'est de goûter le fruit de nos efforts. C'est de mériter les efforts pour lesquels on a œuvré. C'est-à-dire que quoi? Quand je fais des efforts pour être sur une démarche d'authenticité, sur une démarche de progression, quand j'essaie de me poser les vraies questions, quand j'essaie de m'adapter à la situation, quand j'essaie de réfléchir quelle qualité utiliser dans tel cas et quelle qualité utiliser dans tel cas, quand je sais réfléchir, savoir comment là je peux peut-être déformer un peu la réalité, mais pour aider cette amie qui aimerait s'en sortir, quand je me pose la question comment je peux faire pour encourager cet enfant, mais c'est pas exactement la description la plus objective qui soit, etc. En vérité, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me réaliser. Et non seulement c'est en fait, si vous voulez, le secret et le garant de ma réalisation personnelle, mais c'est ce qui va m'apporter une bracha intérieure, ce qui va m'apporter une sérénité intérieure, c'est en fait ce sentiment de satisfaction personnelle d'avoir œuvré vraiment du plus profond de mon âme avec la plus grande authenticité pour réaliser ma vie. D'accord? Et en vérité, eh bien, il n'y a pas plus grande bracha que ça. Donc c'est une bracha que je vous souhaite vraiment à chacune. Et je sais que chacune qui est là, je ne connais pas vraiment tout le monde, mais je sais que chacune, c'est une Yaakov. Chacune est vraiment dans une démarche d'authenticité. Et Bezrat Hashem, que ça vous apporte, si Dieu veut, beaucoup, beaucoup de bracha. Vous avez des questions, Myriam? Maintenant, je commence à savoir.